Salut à tous les passionnés d'histoire et d'arts martiaux, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer cette histoire absolument extraordinaire, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permettra de fouiller dans le passé de ces figures emblématiques afin de raconter avec passion et vous tenir en haleine. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui a été gardée secrète pendant plus de 50 ans. Une histoire qui implique un titan des arts martiaux, Bruce Lee. Imaginez un homme dont chaque coup semblait défier les lois de la physique, dont le charisme illuminait l'écran, mais dont la vie était enveloppée d'un mystère insondable. Bruce Lee, l'icône ultime, a conquis le monde avec sa force, sa grâce et sa philosophie. Pourtant, derrière cette légende, des ombres persistent. Que s'est-il vraiment passé le jour de sa mort à seulement 32 ans? Était-ce un simple accident, une conspiration orchestrée dans les coulisses de Hong Kong, ou une malédiction familiale maudissant les Lee? Des rumeurs de liaisons scandaleuses, d'addictions secrètes et de vendetta de la pègre ont tourbillonné pendant des décennies, ternissant l'image de l'homme derrière le mythe. Aujourd'hui, sa fille, Shannon Lee, a brisé le silence avec des confessions émouvantes qui éclairent l'homme derrière le mythe. Quel secret sa famille a-t-elle protégé? Pourquoi sa mort continue-t-elle de fasciner et de diviser? Quel secret Bruce Lee emporta-t-il dans sa tombe, et comment son esprit continue-t-il de vibrer à travers le temps? Plongez avec moi dans ce récit fascinant. Dans les ruelles brumeuses de Hong Kong, où les néons dansent sur les pavés humides, un enfant naît pour devenir une légende. Bruce Lee, de son vrai nom Lee Jun-fan, voit le jour le 27 novembre 1940 à San Francisco, sous l'étoile mystique de l'année du dragon, à l'heure du dragon, selon l'astrologie chinoise. Son père, Lee Hua-chuan, est une étoile de l'opéra cantonais, un art mêlant chant, théâtre et acrobatie, captivant les foules dans les théâtres bondés de Hong Kong. Sa mère, Grace Oh, issue d'une famille eurasiatique de Shanghai, apporte une richesse culturelle, mêlant tradition chinoise et influence occidentale. La famille réside dans un appartement modeste à Kowloon, mais en décembre 1939, une tournée d'opéra les emmène en Californie. C'est dans le quartier chinois de San Francisco que Bruce naît, obtenant la citoyenneté américaine par le droit du sol, un détail qui façonnera son destin. À 4 mois, en avril 1941, les Lee retournent à Hong Kong, plongeant dans une période de chaos. L'attaque japonaise, surprise de décembre 1941, marque le début de 4 années d'occupation brutale. Les rues animées de Kowloon, autrefois remplies de marchands et de rires, deviennent un terrain de peur, de pénurie alimentaire et de patrouilles militaires japonaises. Les Lee endurent ces années sombres, se cachant des raids, rationnant chaque repas, vivant dans l'incertitude constante. Les théâtres ferment, et la carrière de Lee Hua-chuan, dépendante des foules, vacille, plongeant la famille dans une précarité croissante. La fin de la guerre en 1945 apporte un espoir fragile à Hong Kong. La ville entame une reconstruction laborieuse, mais les Lee font face à de nouveaux défis. La carrière de Lee Hua-chuan décline dans une industrie culturelle en crise, et les finances familiales s'amenuisent, obligeant la famille, autrefois aisée, à adopter une vie frugale. Bruce, enfant turbulent, grandit dans les ruelles rugueuses de Kowloon, où les gangs de jeunes imposent leurs lois. À 13 ans, il devient le leader des Tigres de Junction Street, un groupe de bagarreurs s'affrontant dans des combats brutaux, parfois à main nue, parfois avec des chaînes ou des couteaux. Ces affrontements, souvent dans des arrière-cours sombres ou des ruelles désertes, affûtent son instinct de combattant, mais inquiètent profondément ses parents. Grace, sa mère, voit son énergie indomptable comme une épée à double tranchant, capable de le propulser vers la grandeur ou de le mener à sa perte. Lee Hua-chuan, conscient de ce potentiel brut, décide de canaliser cette fougue dans une voie plus disciplinée. En 1953, à l'âge de 13 ans, Bruce est envoyé étudier le Wing Chun sous la tutelle d'Ip Man, un maître légendaire dont l'école, nichée dans une ruelle discrète de Kowloon, est un sanctuaire des arts martiaux. Mais son admission est loin d'être simple. Les origines mixtes de Bruce, sa mère a des ancêtres européens, suscitent la méfiance dans un milieu où les traditions chinoises sont jalousement gardées. Une règle tacite interdit d'enseigner le Wing Chun à des non-chinois, enracinés dans une époque marquée par le colonialisme britannique et une forte identité nationale chinoise. William Cheung, un ami proche de Bruce et élève senior d'Ip Man, plaide sa cause avec passion, arguant que le talent de Bruce transcende les barrières culturelles. Ip Man, intrigué par l'énergie brute de cet adolescent, accepte de l'entraîner, mais impose une condition: Bruce doit prouver sa discipline à travers une rigueur implacable. L'entraînement commence par une épreuve de patience. Ip Man ordonne à Bruce de pratiquer la posture Su Nin To, la première forme du Wing Chun,
pendant des jours, voire des semaines. Cette posture, conçue pour forger l'équilibre, la précision et la concentration, est un supplice pour Bruce, habitué à l'action immédiate des combats de rue. Il se plaint à son père, décrivant l'exercice comme une perte de temps, mais sous la pression familiale et poussé par son orgueil, il persévère. Ip Man, maître exigeant mais patient, délègue souvent l'enseignement à Wong Shenlong, un élève senior surnommé « le roi du combat » pour ses victoires dans des duels illégaux sur les toits de Hong Kong. Wong, avec son approche pragmatique forgée dans le feu des combats réels, comprend l'instinct de Bruce. Il l'aide à canaliser son agressivité en efficacité, lui enseignant des techniques comme le Chi Sao, un exercice de main collante qui développe la sensibilité au contact et la réactivité instantanée. Sous la guidance de Wong, Bruce progresse à une vitesse fulgurante. Il maîtrise les principes du Wing Chun, simplicité, économie de mouvement et utilisation de la force de l'adversaire contre lui. Ip Man, impressionné par cette évolution, commence à s'intéresser personnellement à Bruce, lui transmettant une philosophie qui va au-delà des coups, être fluide comme l'eau, s'adapter à toute situation, comprendre l'adversaire. Ces idées, simples mais profondes, planteront les graines du Jeet Kune Do, le style révolutionnaire que Bruce développera plus tard. Mais l'école d'Ip Man est un microcosme de tension. La jalousie grandit parmi les élèves seniors, qui voient en Bruce un rival trop talentueux. Ses origines mixtes attisent les préjugés de certains, qui murmurent qu'un « étranger » ne devrait pas accéder aux secrets du Wing Chun. Hong Kong, sous contrôle britannique, est un lieu où l'identité chinoise est farouchement défendue, et enseigner à Bruce est perçu par certains comme une trahison des traditions. La santé d'Ip Man, rongée par une addiction à l'opium et les premiers signes d'un cancer du larynx, complique l'enseignement. La communauté martiale, attachée à ses codes, critique son choix d'entraîner un élève non conventionnel. Vers 1955, Ip Man prend une décision difficile, il cesse d'enseigner directement à Bruce, le confiant exclusivement à Wong Shenlong. Ce n'est pas un rejet personnel, mais un compromis pour protéger la réputation de son école face aux pressions externes et à ses propres limites physiques. Bruce, relégué à un entraînement séparé, devient un paria dans l'école, mais continue d'apprendre avec une détermination féroce, absorbant chaque leçon comme une éponge. Ses journées sont rythmées par des heures d'entraînement, répétant des mouvements jusqu'à l'épuisement, affinant sa technique avec une obsession presque monacale. Parallèlement, Bruce suit des cours de boxe à St. Francis Xavier's College sous la direction de Broder Edward, un enseignant qui introduit des techniques occidentales. Ces influences, combinées au Wing Chun, commencent à façonner une vision hybride du combat, où la tradition rencontre l'innovation. À 18 ans, Bruce excelle dans les compétitions de boxe à Hong Kong, remportant des tournois locaux et attirant l'attention pour sa vitesse et sa précision. Mais sa vie prend un tournant dramatique en 1959. Après une altercation violente avec le fils d'un membre de la Triade, une organisation criminelle redoutée, ses parents craignent pour sa sécurité. Les Triades, puissantes et impitoyables, dominent les bas-fonds de Hong Kong, et une telle confrontation pourrait avoir des conséquences mortelles. Ses parents prennent la décision déchirante de l'envoyer aux États-Unis, espérant lui offrir un avenir meilleur loin des dangers de Kowloon. Avec seulement $100 en poche, Bruce s'installe à Seattle, où il travaille comme serveur tout en poursuivant des études de philosophie à l'Université de Washington. Là, il ouvre le Jun Fan Gung Fu Institute, enseignant un Wing Chun inclusif, ouvert à tous, défiant les traditions exclusives de Hong Kong. Cette approche, perçue comme une trahison par les puristes, suscite des controverses, mais attire des étudiants fascinés par son charisme et ses compétences. Bruce commence à développer le Jeet Kune Do, un système axé sur l'efficacité, éliminant les dogmes des styles traditionnels. Il prône un combat fluide, adaptable, inspiré par des disciplines variées, Wing Chun, boxe, escrime, et même la philosophie taoïste. Sa maxime, ne pense pas, ressent, devient un mantra pour ses élèves, reflétant une approche intuitive du combat et de la vie. En 1964, Bruce est invité à démontrer ses prouesses au championnat international de karaté de Long Beach. Sa performance, notamment son célèbre coup de poing d'1 pouce, capable de repousser un adversaire avec une force explosive, impressionne le producteur hollywoodien William Dozier. Cela mène à une audition pour Number One Son, un projet qui ne verra jamais le jour, mais attire l'attention sur Bruce. En 1966, à 25 ans, il décroche le rôle de Kato dans The Green Hornet, une série télévisée qui introduit les arts martiaux asiatiques au public américain. Refusant les techniques de combat stéréotypées d'Hollywood, souvent exagérées et théâtrales, Bruce insiste pour montrer l'authenticité du Wing Chun,
ralentissant même ses mouvements ultra rapides pour les caméras. Bien que la série soit annulée après une saison, elle sert de tremplin pour sa carrière. À Los Angeles, il ouvre un deuxième Jun Fan Gung Fu Institute, où il perfectionne son approche des arts martiaux, désenchanté par les limites des styles traditionnels. C'est là que naît pleinement le Jeet Kune Do, la voie du point intercepteur. Inspiré par le Wing Chun, la boxe, l'escrime et d'autres disciplines, ce système privilégie l'adaptabilité et l'efficacité dans des scénarios réels. Bruce rejette les dogmes, prônant un style fluide, sans attachement à une tradition rigide. Sa philosophie, résumée par la maxime « Sois comme l'eau », révolutionne l'entraînement martial et attire des étudiants célèbres, comme le scénariste Sterling C. Fan et l'acteur James Coburn. En 1969, Bruce chorégraphie des scènes de combat pour des films comme Marlowe et The Wrecking Crew, démontrant son talent derrière et devant la caméra. Mais Hollywood, limité par les stéréotypes raciaux, lui refuse des rôles principaux, le cantonnant à des rôles secondaires en raison de son origine asiatique. Frustré, il s'engage dans un partenariat créatif avec Fan et Coburn, élaborant un scénario intitulé The Silent Flute, un projet inachevé qui reflète néanmoins sa croissance artistique. En 1971, la frustration de Bruce atteint un point de rupture. Affamé de reconnaissance et désireux de montrer ses talents, il suit le conseil du producteur Fred Weintraub et retourne à Hong Kong, où sa notoriété a explosé grâce à la diffusion de The Green Hornet. À son insu, il est devenu une célébrité en Asie, surnommé « Kato » par les fans. Après des négociations avec des studios comme Shaw Brothers, Bruce signe un accord avec le studio Emerge Golden Harvest. Son premier film, The Big Boss, 1971, le voit incarner un jeune Chinois luttant contre le trafic de drogue en Thaïlande. Malgré un budget modeste, le film pulvérise les records au box-office asiatique, propulsant Bruce au statut de star du jour au lendemain. Sa performance combine une habileté martiale inégalée avec une profondeur émotionnelle, captivant les spectateurs. En 1972, Fist of Fury suit, situé dans le Shanghai des années 1930, où Bruce incarne un homme en quête de vengeance pour le meurtre de son maître. Utilisant des coups puissants, des coups de pied balayants et des techniques innovantes de nunchaku, il montre sa polyvalence. Chaque cascade, réalisée par Bruce lui-même, porte une intensité émotionnelle brute, insufflant une profondeur spirituelle à chaque scène. Le film dépasse les records de The Big Boss, consolidant sa renommée. Plus tard la même année, The Way of the Dragon marque un sommet créatif. Bruce, scénariste, réalisateur, chorégraphe et acteur principal, y incarne un jeune artiste martial défendant sa famille contre la pègre. La scène de combat contre Chuck Norris au Colisée de Rome, un affrontement d'athlétisme et d'intensité brute, devient légendaire. Le film rapporte 5,2 millions de dollars de Hong Kong, un record pour l'époque. En 1973, Bruce cofonde Concord Productions ANC avec Raymond Shaw, marquant son retour à Hollywood avec Enter the Dragon, produit par Warner Brothers. Ce film révolutionnaire, le premier grand film de kung-fu hollywoodien, se déroule lors d'un tournoi sur une île isolée. Bruce, dans le rôle d'un moine Shaolin, captive le public mondial. Le film rapporte 90 millions de dollars, déclenchant une folie mondiale pour le cinéma de kung-fu. Mais tragiquement, Bruce ne verra pas ce triomphe. Le 20 juillet 1973, il s'effondre chez l'actrice Betty Ting Pei à Hong Kong après avoir pris un antidouleur pour un mal de tête. Transporté à l'hôpital, il succombe à un édème cérébral, attribué officiellement à une réaction allergique, possiblement liée à un collapsus antérieur 2 mois plus tôt. Cette mort soudaine, à seulement 32 ans, déclenche une tempête de spéculations. Les tabloïds évoquent des liaisons scandaleuses, des overdoses, des vendettas de la triade, voire une malédiction familiale, alimentée par la mort prématurée d'un frère aîné de Bruce avant sa naissance. Raymond Shaw, partenaire de Bruce, affirme initialement que Bruce était chez lui avec sa femme Linda, une déclaration démentie, attisant les soupçons d'une liaison avec Betty Ting Pei. Certains accusent Shaw d'avoir orchestré la mort pour contrôler les profits de leurs films, comme Enter the Dragon et Game of Death. D'autres pointent Betty Ting Pei, suggérant qu'elle était une assassine engagée par les triades pour régler des dettes ou éliminer un concurrent. L'idée d'une malédiction familiale gagne du terrain après la mort tragique de Brandon, le fils de Bruce, renforçant les théories surnaturelles. Linda Emery, rencontrée à l'université de Washington, épouse Bruce en 1964 malgré les obstacles au mariage interraciaux dans plusieurs États américains à l'époque. Leur union, célébrée en secret, donne naissance à 2 enfants. Brandon, né en 1965, et Shannon, né en 1969.
Malgré leurs liens forts, Bruce, propulsé par la célébrité, cède parfois aux tentations. Des rumeurs d'infidélité, notamment avec l'actrice Sharon Farrell et Betty Ting-Pei, circulent, mais Linda choisit de les ignorer, restant dévouée. Après la mort de Bruce, elle publie une lettre émouvante, affirmant connaître le « vrai Bruce », un homme aimant, loin des récits sensationnalistes des tabloïds. Elle attribue sa mort à une réaction allergique et se consacre à préserver son héritage, publiant une biographie intime en 1975 qui inspire le film Dragon, The Bruce Lee Story, 1993. La tragédie frappe à nouveau avec la mort de Brandon Lee, tué à 28 ans le 31 mars 1993 sur le tournage de The Crow. Lors d'une scène, une arme factice, censée être chargée à blanc, contient une balle réelle, entraînant sa mort accidentelle. Cet incident, survenu alors que Brandon suivait les traces de son père en tant qu'acteur et artiste martial, alimente les théories de malédiction familiale. Brandon avait débuté avec Legacy of Rage, 1986, suivi de Kung Fu, The Movie, Laser Mission, Showdown in Little Tokyo et Rapid Fire, montrant un potentiel prometteur. Sa mort, survenue juste avant la sortie de The Crow, un film qui aurait pu le propulser au rang de star, ajoute une couche de mystère et de tristesse à l'histoire d'Eli. Shannon Lee, âgée de 4 ans à la mort de son père, grandit dans son ombre. Devenue actrice, productrice et présidente de la Bruce Lee Foundation, elle étudie le Jeet Kune Do sous la tutelle des anciens élèves de Bruce, cherchant à se connecter à son héritage. Mariée à Ian Kissler, maire de Warren, né en 2003, elle milite pour la sécurité des armes sur les plateaux de cinéma, inspirée par la perte de son frère. La Bruce Lee Foundation organise des camps d'été où les enfants apprennent la philosophie de Bruce, axée sur l'amélioration de soi et la fluidité. Shannon découvre Warrior, un projet de série imaginé par son père, parmi ses effets personnels. Intriguée par ce récit situé dans le quartier chinois de San Francisco, elle le concrétise avec le réalisateur Justin Lin, aboutissant à une série policière à succès avec 3 saisons disponibles sur Max. Linda, aujourd'hui dans la fin de la soixantaine, s'est retirée de la fondation, mais reste engagée à préserver la mémoire de Bruce, qu'elle considère comme un devoir sacré. Dans une interview récente, Shannon rejette les rumeurs de drogue et de scandale, affirmant que son père est mort d'une réaction allergique à un médicament, sans lien avec des substances illicites. Elle critique le réalisateur Quentin Tarantino pour sa représentation stéréotypée de Bruce dans Once Upon a Time in Hollywood, 2019, où il perd un combat fictif contre le cascadeur Cliff Booth. Shannon juge ce portrait irréaliste, soulignant le palmarès de victoires de son père, notamment son combat médiatisé contre Wong Jackman à San Francisco en 1964, qui a solidifié sa réputation. Elle dénonce les stéréotypes racistes qui minimisent les compétences des artistes martiaux asiatiques, trouvant ironique que Tarantino, admirateur des films de Bruce pour Kill Bill, perpétue un tel manque de respect. Shannon regrette qu'il n'ait pas consulté la famille pour vérifier les faits. Shannon insiste sur la profondeur philosophique de son père, qui cultivait son esprit aussi rigoureusement que son corps. Sa maxime, ne pense pas, ressent, reflète une approche de la vie où l'intuition et l'adaptabilité priment. Bruce, à travers ses écrits sur l'autoréalisation et la libération émotionnelle, a inspiré des générations, transcendant les barrières culturelles et raciales. Ces films ont non seulement élevé la notoriété mondiale du cinéma de Hong Kong, mais ont aussi ouvert la voie à des artistes martiaux comme Jackie Chan et Jet Li. Sa chorégraphie innovante, utilisant des techniques de caméra et de montage inédites, continue d'influencer les cinéastes. Linda, Shannon et Warren accueillent de nouvelles générations de fans à la Bruce Lee Foundation, captivés par ses films et sa philosophie. Ils le voient non seulement comme un combattant, mais comme un penseur profond et un père dévoué. Et si Bruce avait vécu plus longtemps? Aurait-il continué à redéfinir le cinéma et les arts martiaux? Aurait-il brisé davantage de stéréotypes à Hollywood? Quelles sont vos pensées sur son héritage? Partagez-les dans les commentaires, likez cette vidéo, et abonnez-vous pour plonger dans d'autres récits captivants sur les légendes qui ont changé notre monde.